Vous êtes nombreux à me poser la question de savoir quel est le secteur de la blockchain, des crypto-monnaies que je pense performer encore sur le long terme ou bien pouvoir être encore là dans 5 ans, 10 ans par exemple. Je vais essayer de répondre à ces questions, mais déjà premièrement, les questions de performance, de prédiction sur les coûts, ce sont des questions qu'on aborde très peu sur la chaîne parce que clairement, c'est un écosystème tellement volatile et Elvis n'est pas un conseiller financier. Donc si vous avez besoin de conseils d'investissement, ben, clairement, ce n'est pas sur la chaîne que vous allez avoir cela. Consultez votre conseiller financier, c'est lui qui pourrait bien évidemment vous donner des conseils. Mais ce que je vous donne toujours, c'est mon avis. Connaissant et comprenant comment l'écosystème change, je peux donc mettre certaines choses en avant pour vous permettre de comprendre ce qui est en train d'arriver, quelles sont les pièces du puzzle qui sont en train d'être mises ensemble et quel est le but final en fait. Donc, dans les questions d'avenir, de qu'est-ce qui pourra peut-être être encore là dans 5-10 ans, il faut déjà comprendre d'où est-ce qu'on sort et qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'à présent et qu'est-ce qui manque encore à faire. Et quand vous comprenez donc comment le système évolue, comment le monde évolue, comment la blockchain évolue, vous pourrez donc comprendre quels sont les changements qui pourraient arriver et qui pourraient justement tirer les épingles du jeu. Au début de la blockchain, des constructions de blockchain, on avait uniquement les coins. Les coins, c'était donc des crypto-monnaies qui étaient là pour servir de transactions dans cet écosystème. C'est la première application qu'on a donnée à la blockchain qui est donc la crypto-monnaie. Mais après, on a vu des changements avec un autre type de blockchain qui est arrivé, ouvrant les smart contracts. Et les smart contracts ont ouvert d'autres possibilités. Ça a donné la possibilité de créer des tokens. Ça a donné la possibilité de créer maintenant un autre type d'utilité aux crypto-monnaies, aux coins qu'on avait déjà à la base. Vous savez qu'on a quitté des coins, on a mis les tokens au-dessus. Maintenant, on a quitté des tokens avec des problèmes qu'on avait. On a mis les Soulbound tokens, les SBTS. Mais ce n'est pas encore développé, mais ça va arriver. Quelles sont les fonctionnalités de ces différents trucs qui ont été créés? Premièrement, les coins. Les coins, c'est le moteur d'une blockchain. C'est ce qui permet de faire les transactions et de valider le consensus, de faire un peu une sorte de récompense pour les personnes qui contribuent à la validation du consensus de cette blockchain. Dans la blockchain du Bitcoin, c'est le Bitcoin qui permet de désintéresser les personnes qui fournissent les énergies au consensus. Le consensus qui est donc la preuve du travail. Dans la blockchain d'Ethereum, le consensus est encore la preuve du travail et sera bientôt la preuve d'enjeu. La blockchain de Tezos, c'est également ça. Donc pour que ce consensus fonctionne, il y a besoin d'autres acteurs et ces acteurs-là ont besoin d'être récompensés. C'est la raison pour laquelle on a créé cette coin-là pour récompenser les personnes qui permettent de fonctionner, de faire fonctionner ces consensus-là. Le but de ces consensus, bien évidemment, c'est d'éviter qu'il y ait les double spending, qu'on n'utilise pas des comptes, les choses deux fois, qu'il n'y ait pas de fausses transactions qui soient ajoutées, ainsi de suite. C'est le but des consensus. Quand les tokens sont arrivés, les tokens, en défaut des incentives qu'on avait, donc des bénéfices qu'on donnait à ceux qui fournissent le consensus, il y a maintenant d'autres personnes en haut qui utilisent donc ces tokens-là. Et ces tokens-là, on peut donc en créer autant, on peut donner des utilités quelconques avec. Ça peut être utilisé dans la finance décentralisée, ça peut être utilisé dans les plateformes pour fournir la liquidité, ça peut être utilisé dans des écosystèmes comme dans les métaverses, ça peut être utilisé comme moyen de paiement, ainsi de suite, et c'est plus facile à créer. Et comme c'est plus facile à créer, ça va permettre à d'autres personnes de venir là-dessus et créer leurs propres activités en se basant sur les tokens qui sont plus faciles et plus simples à gérer. Donc, après cela, on a dit, OK, il y a les NFT. Les NFT, c'est un autre type de token non fongible. Parce que les tokens avant, c'est fongible. Donc, on ne peut pas identifier de façon précise quel est le numéro d'un token, quel est le token qu'on t'a donné. Tu as un token, oui, il vaut la même chose qu'un autre token et il est divisible. Or, tout n'est pas fractionnable dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas fractionnables. Une pièce d'art, ce n'est pas une œuvre fractionnable. Donc, on ne peut pas mettre ça simplement sous forme de token parce que ce sera fractionné. Ou bien une maison, par exemple, ce n'est pas fractionnable. Du coup, on ne peut pas mettre ça sous forme de token. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un autre type de token qui n'est pas fractionnable, qui sont donc les NFT, les non-fungible tokens. Et en créant cette unicité, ces non-fractionnabilité, ces non-fungibilité sur la blockchain, on a donc créé quelque chose qui est unique et cette unicité peut s'appliquer à bien d'autres secteurs, que ce soit maintenant dans l'art, que ce soit dans les œuvres digitales comme la musique, comme les PDF ou bien l'archivage. On peut utiliser justement les NFT pour faire de l'archivage.
On peut utiliser les NFT pour faire encore bien d'autres choses avec, même de l'immobilier par exemple. Donc ça a vu le jour et ça fait une avancée clairement. Mais il y a encore un autre problème là-dessus, c'est qu'il y a d'autres types de choses qui ne peuvent pas se créer au-dessus de la blockchain. Je prends par exemple une carte de fidélité. Quand je te donne une carte de fidélité, normalement, c'est toi le propriétaire. Tu ne dois pas donner cette carte à une autre personne. Cette fidélité ne peut pas être transférée de toi à une autre personne. C'est à moi de transférer la fidélité et non à toi. Du coup, les cartes de fidélité ne peuvent pas clairement se créer au-dessus de la blockchain avec les NFT. Donc, pour avoir la notion de non-transférabilité, il faudrait un autre type ou bien implémenter ça dans le contrat du ESC 721. Mais ça, ce serait sorti de ce standard, bien que les standards sont déjà définis. Vous voyez? Donc, ce ne sera pas un NFT qui va respecter les standards avec d'autres. On va créer un autre standard probablement, comme Vitalis Buterin a annoncé. Ce sera le SBT. Donc, qui est comme ça le Soulbound Token. Ce sont les NFT qui sont non transférables. Et ces NFT qui sont non transférables, ça peut voir comme ça une autre économie se créer. Donc, plus on va comprendre cela, plus on va comprendre les enjeux qui sont en train d'arriver. Mais ça, c'est au niveau d'une blockchain particulièrement. Mais ici, si on zoome un peu de façon macrologique, on va voir que les blockchains en elles-mêmes aujourd'hui sont encore indépendantes. C'est la raison pour laquelle sur les blockchains de Cosmos, sur les blockchains de Polkadot, on a créé ce qu'on appelle les parachains. Les parachains, c'est un écosystème de blockchain qui intercommunique. Mais il faudrait être justement dans l'écosystème de Polkadot. Zoomons un peu, sortons de cet écosystème de Polkadot. On va se rendre compte que la blockchain de Polkadot peut communiquer uniquement avec les parachains qui sont à l'intérieur, mais ne peut pas communiquer avec d'autres blockchains comme la blockchain de l'Ethereum. On va donc mettre ce qu'on appelle les ponts, les bridges au milieu, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle atomic swap, de bloquer une crypto-monnaie dans son écosystème et recréer dans une autre. Mais ce n'est plus la même chose qui a transité d'un écosystème à une autre. C'est C'est donc quelque chose qui n'est pas encore assez avancé, c'est encore dans un état assez embryonnaire. Du coup, on va voir d'autres projets venir dans l'optique de dire on veut faire du cross-chain. Je veux faire un swap sur la blockchain de Cardano et que ma crypto-monnaie arrive sur la blockchain d'Ethereum. Je veux faire un swap. Je commence sur la blockchain de Binance Smart Chain. Quand j'ai fini mon swap, ça se retrouve sur la blockchain de Matic par exemple. Ça peut avoir été passé par plusieurs autres blockchains. Ça peut quitter de la BSC, ça passe par la blockchain Ethereum et ça arrive sur la blockchain de Matic par exemple. Mais ça va faire comme ça la possibilité qu'on utilise les liquidités d'une blockchain dans d'autres blockchains et faire en sorte que toutes les liquidités communiquent, qu'on n'ait pas la liquidité qui soit adossée uniquement à une blockchain. Parce que la liquidité de Uniswap, on ne peut pas utiliser techniquement ces liquidités-là sur la blockchain de Binance. Il faudrait des swaps au milieu pour bloquer dans un écosystème et ressortir dans un autre. Donc, on n'utilise pas la liquidité de Ethereum sur la Binance Smart Chain actuellement. Donc, il y a peut-être d'autres protocoles qui sont en train de se mettre sur pied, de permettre justement cette interopérabilité. Et quand il y aura cette interopérabilité, ça veut dire que quelle que soit la blockchain qui sera créée, elle pourra bénéficier des liquidités de d'autres blockchains qui existent. Et c'est comme ça que les plus grandes blockchains, les blockchains qui auront le plus de liquidités vont comme ça servir également à d'autres blockchains qui n'auront pas assez de liquidités et faire encore de revenus massifs pour les blockchains, pour les plateformes qui ont beaucoup de liquidités. Imaginez par exemple la liquidité de Uniswap être utilisée dans la Binance Smart Chain, dans la blockchain d'Avalanche, dans la blockchain de Cardano, dans d'autres blockchains, ainsi de suite. La liquidité de PancakeSwap, alimenter tous ces autres écosystèmes, ce serait simplement génial. On ne va donc plus se soucier de là où on dépose sa liquidité, parce que quelque part, c'est une porte d'entrée dans un écosystème qui intercommunique. C'est ce qu'on appelle de l'interopérabilité. Et il faut donc cette interopérabilité pour permettre de débloquer d'autres potentiels de la blockchain, parce qu'on a clairement encore de gros soucis aujourd'hui. Quand tu crées un NFT sur une blockchain, il est difficile d'avoir ce même NFT sur une autre blockchain. Ce NFT qu'on va te donner sur une autre blockchain sera juste une représentation, une certaine sorte de copie qui va simplement représenter le premier, mais ce ne sera pas le premier proprement dit. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour déplacer réellement le premier, l'origine vers une autre blockchain? Ce n'est pas encore possible. Voilà donc l'évolution qui est en train d'arriver. Et bien évidemment,
avec d'autres types de blockchains qui vont encore apporter d'autres choses. Il peut y avoir d'autres éléments qui arrivent et je vous ferai les mises à jour au fur et à mesure qu'on avance. Mais il y a clairement un enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre tout ce qui se passe là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Comment est-ce qu'on peut discerner justement où est-ce que notre crypto-monnaie se situe? Elle a besoin d'être utilisée. Elle est utilisée où dans un écosystème, dans l'écosystème qui est en train d'être créé? Quelle est sa place dans cet écosystème? Si votre crypto-monnaie n'a plus une place dans cet écosystème, alors probablement ce sont des choses qui vont mourir. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que l'évolution de la blockchain se fera et qu'il y a bien d'autres éléments qui vont arriver, ou bien tu penses qu'on est déjà à la fin? Moi, je pense qu'on n'est pas à la fin, on est au début. Il y a bien d'industries qui arrivent avec des idées nouvelles, avec des façons de faire nouvelles, et ça pourrait justement débloquer d'autres choses sur la blockchain. Moi, quel est le secteur qui va le mieux performer? Non, on a besoin de tout. C'est un écosystème. Et cet écosystème-là, c'est pas que quand il y aura les soulband tokens, on va abandonner les NFT. Non, pas du tout. Les NFT, c'est important. Ça a sa place. Les NFT sont utilisés dans les métaverses. On peut utiliser également les soulband dans les métaverses. On utilise les tokens dans les métaverses. On utilise les coins également dans les métaverses. On a besoin des coins parce qu'un métaverse est adossé à utiliser un token et ce token est adossé à une blockchain. On a donc besoin des frais de transaction sur cette blockchain. Au moins, en fait, ça c'est le minimum. Vous voyez, donc c'est un écosystème. On n'a pas besoin d'une seule chose. Mais dans d'autres blockchains comme les blockchains de Cardano qui sont en train d'arriver avec le narratif de OK, il est inadmissible que moi j'ai une crypto-monnaie et pour payer mes frais de transaction, je paye avec une autre crypto-monnaie. Ça n'a pas de sens. J'ai par exemple moi le UST. Le UST, c'est sur la blockchain de BNB. Mais pourquoi j'ai besoin d'avoir les BNB? Si quelqu'un m'envoie les UST et que je n'ai des USDT par exemple, ou bien une autre crypto-monnaie, j'ai ces crypto-monnaies-là. Mais pourquoi j'ai encore besoin d'avoir le BNB pour faire mes transactions? Est-ce que mes frais de transaction ne peuvent pas être payés en la crypto-monnaie que j'ai déjà? C'est ce qu'on va voir sur la blockchain de Cardano qui va permettre de payer ses frais de transaction avec les assets proprement dit. Et ça va permettre de débloquer encore peut-être d'autres possibilités. Et on peut se poser la question, mais si on paye les frais de transaction avec la crypto-monnaie qu'on a, qu'en est-il donc du coin de la blockchain? C'est un autre débat. Il y a déjà des explications là-dessus parce que les personnes qui vont créer ces tokens-là ont besoin de bloquer une certaine quantité de la crypto-monnaie et ce sera converti. Donc, il y aura toujours des mécanismes derrière pour utiliser la crypto-monnaie de la blockchain. Ce n'est pas forcément que quand on va payer en token proprement dit, on ne va pas avoir besoin du coin. Non, même si ce n'est pas vous qui avez besoin du coin, la personne qui crée son protocole aura besoin du coin derrière pour désintéresser les personnes derrière qui vont faire les validations de ces transactions parce que ces validations-là ne vont peut-être pas se faire avec ton token, mais plutôt avec le coin de la blockchain. Donc, voilà un peu ce qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver et c'était juste une courte vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Eviscon. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos. Ciao.